Diversité. Partage ta passion pour la francophonie culturelle ici, chez CAFI. Bonjour, chère communauté, et bienvenue chez CAFI Diversité, un endroit où votre voix est importante et est écoutée. Un podcast qui est basé sur la culture, l'inclusion, la collectivité et donne la parole à une communauté participative et inclusive. Je m'appelle Maude Basque et je suis l'animatrice de ce podcast multiculturel. Aujourd'hui, nous discuterons de quelques sujets d'inclusivité et de culture avec Deo Chuma et Pauline Abel, qui sont bel et bien des immigrants arrivés au Canada depuis longtemps, puis ont des histoires et des sujets incroyables à partager au sein de cette communauté. Cet épisode touchera le thème du choc culturel, c'est-à-dire les défis d'adaptation à une culture différente, l'arrivée à l'étranger, qui touchera l'intégration en société, et les enjeux de l'itinérance dans la région du Sud-Est. Maintenant, je vais donner la parole à Deo Chuma et à Pauline Abel. Deo? Bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'être avec vous. Je m'appelle Deo Chuma, je suis originaire de la République démocratique du Congo. Je suis au Canada, au Nouveau-Brunswick, depuis 20 ans. Bonjour, moi c'est donc Pauline Abel, j'ai 34 ans et je suis arrivée en 2012 au Nouveau-Brunswick. Donc ça fait 10 ans ce mois-ci en fait que je suis arrivée. Et je suis originaire de la France. Je suis certaine que commencer une nouvelle vie à l'étranger doit être une situation quand même assez hors de votre confort quotidien. Donc, ça vient à ma première question qui serait, quelle était votre première impression lors de votre arrivée dans la région du Sud-Est? C'est drôle, quand je pensais à ça, ma première impression, toute première, c'est quand je suis arrivée à l'aéroport et j'ai eu comme une petite angoisse, moi, de faire l'aéroport jusqu'à Moncton, où je me suis dit, mais il y a rien autour. Ça, c'était un peu angoissant pour moi. Je sais que les aéroports, elles sont tout le temps un peu en dehors des villes. Et je me suis dit, en fait, on est vraiment isolés. Il y a du bois autour pendant 20 minutes, de la nuit, dans un taxi. Je me demandais vraiment. Donc, c'était un peu ce sentiment d'angoisse. Et mine de rien, les jours qu'on suivit après, c'était un peu de voir que c'était très calme, très... c'est vraiment ce sentiment de, OK, je me sens un peu isolée. Il y avait pas... Je me demandais où étaient les gens dans la rue et je me rappelle marcher, parce que je marchais beaucoup, j'avais pas de voiture à l'époque, mais c'était OK, c'est tranquille, c'est calme, où sont les gens? C'était vraiment ces premières impressions des tout premiers jours, là. Ouais, parce que je suis sûre qu'en France, c'est plus grand. Les villes sont tellement plus grandes qu'ici de la région, donc ça doit être pas mal différent par rapport à marcher en ville et être en tant que... Ville, mais aussi même village, je trouvais qu'il y a plus de piétons. Peut-être, peut-être le climat, peut-être plein d'autres facteurs, mais ça m'avait marqué. Oh, wow! Ouais, je suis sûre. Et vous, Deo, quelle était votre première impression lorsque vous êtes arrivé de la région? Bon, bien entendu, j'avais eu des séances d'introduction avant de venir au Canada. Je savais plus ou moins à quoi je devais m'attendre, mais ce qui m'a surpris à l'arrivée, c'était l'accueil. C'est tout le monde, je ne sais pas, tout le monde, comme si tout le monde me connaissait. Soyez le bienvenu, c'est extraordinaire. Donc, vous arrivez à l'étranger, quelque part pour la première fois, et tout le monde vous sourit, tout le monde vous souhaite la bienvenue. Et il y avait une équipe de bénévoles pour nous accueillir à l'aéroport. Ils nous ont pris jusqu'à l'hôtel. C'était extraordinaire. Une petite blague. Mon fils cadet, j'ai 6 enfants, mon fils cadet qui alors avait 6 ans, il dit, papa, mais ici, il y a trop de Blancs. J'ai dit, oui, c'est un pays de Blancs. Il dit, mais papa, regardez, même le sol, il est blanc. C'était la neige. Donc, d'après votre arrivée, quels sont les plus grands aspects positifs par rapport à votre vie canadienne jusqu'à date? Il y a évidemment plein de choses positives qui sont arrivées. Puis, je dirais que si je parle au moment maintenant, de ma vie canadienne maintenant, je sens que j'ai eu la liberté. J'ai encore la liberté aujourd'hui de choisir ce que je veux. Je sens qu'il y a plus d'opportunités d'être soi-même aussi, de se développer. Je parle de professionnellement, au niveau de la formation,
j'ai senti que je pouvais, que là où je suis maintenant, c'est que je l'ai choisi, c'est peut-être ce côté hyper positif du Canada que j'ai pu être complètement moi-même et me développer comme je veux. Malgré évidemment le fait d'arriver, évidemment il y a des défis aussi, mais j'habite à Rogersville maintenant depuis 2 ans. 1 an, 2 ans à peu près, d'habiter près de la mer, près de la forêt, près des stations de ski, d'avoir un emploi. Vraiment, c'est ce sentiment de « OK, je suis chez moi, je me sens chez moi ». Ah, c'est bien ça, ouais. Puis vous, Déo... Disons que mon parcours au départ est relativement différent. Je venais d'un pays en guerre, la République démocratique du Congo, que j'ai quitté en 1997. La guerre avait éclaté dès 1996. Donc, je fouillais derrière les bombes, comme on dirait. Et je suis arrivé en Zambie. La Zambie, c'est un pays africain, un peuple très accueillant, mais un peuple qui n'a pas les moyens. Qui n'a pas les moyens. Donc, quand vous êtes réfugié dans un pays africain, c'est la misère. Ce qui fait que quand on a une réinstallation, quand on a un pays qui vous accepte, c'est comme un salut. Ça, il faut le dire. J'admire tout ce que les pays africains qui accueillent les réfugiés font, les organismes internationaux, mais la vie est très, très dure. Ce qui fait quand on arrive, ancien réfugié, quand on arrive au Canada, c'est comme un Eldorado. Bien sûr, il y a tout cet espace dont on a parlé, il y a cette liberté, il y a toutes ces opportunités. C'est comme si la vie reprenait. Donc, trouverais-tu qu'il y aurait des meilleures opportunités en arrivant au Canada? Et si oui, quelles sont les opportunités que vous avez eues jusqu'à date? Bon, disons, j'étais bien sûr préparé. Je vous ai dit, il y a des séances d'orientation, tout ça. Et quand je suis arrivé, j'ai rencontré des bénévoles. Des bénévoles qui, au-delà du simple encadrement, sont devenus des grands amis. Alors, avec ça, les petites clés d'intégration vous sont données par cette équipe-là. Cet aspect-là, il est très, très important. Alors, non, pour vous-même, pour les enfants, pour l'emploi, pour ceci, ça vous ouvre. Bien sûr, il faut une volonté personnelle aussi de pouvoir progresser. Oui, c'est très bien voir comment que les gens sont ouverts à faire du bénévolat. Puis surtout au CAFI, on a tellement une belle équipe de bénévoles qui sont ici pour nous accompagner à chaque activité qu'on a besoin. Donc, je trouve que c'est incroyable à voir, surtout pour votre accueil aussi. Je suis sûre que c'est tellement plus chaleureux pour vous de voir qu'il y a des gens ici pour vous aider puis qui sont là pour vous supporter dans votre intégration. Donc, ouais, c'est très bien. Et pour vous, Pauline, je suis sûre que depuis votre arrivée de France, vous avez eu des très belles opportunités, vu que aussi avec votre travail que vous avez maintenant. Pouvez-vous me parler un petit peu de ce côté-là? Oui, il faut savoir, ça, quand je suis arrivée, moi, j'avais 24 ans. Puis, c'est ça, c'est vrai qu'on a un parcours complètement différent, mais je trouve que c'est important d'en parler parce que donc j'avais 24 ans, puis j'avais choisi de venir au Canada. Et je venais de finir mes études. Puis c'était plus comme j'étais en mode exploration, ça aurait été le Canada, comme ça aurait été l'Afrique du Sud ou peu importe quel pays. Moi, je voulais juste avoir de l'expérience professionnelle, puis continuer de voyager. J'ai voyagé pendant mes études aussi. Donc, c'était la première fois que j'étais plus étudiante. Donc, c'était un peu dans ce mode-là que j'étais et je me cherchais encore. J'avais eu des expériences de stage un peu professionnelles, mais j'avais pas de grosse expérience d'emploi. Donc, quand je suis arrivée, c'était 1 an à la Société nationale de l'Acadie. C'était un partenariat entre l'Acadie et la France. Et c'est là où ça m'a vraiment, finalement, formée. Là où j'ai eu mes chocs culturels aussi, dont on pourra parler plus tard, mais c'est là où j'ai eu tout ce réseau, où j'ai rencontré le CAFI, qui était super important aussi pour moi, pour justement rencontrer d'autres gens qui vivaient un peu les mêmes, malgré la diversité des parcours. Il y avait on pouvait se comprendre quand même dans la difficulté d'arriver, on va dire. Donc, c'est ça, le fait d'avoir eu cette opportunité d'être dans une association qui
qui est connecté avec toute l'Acadie, qui ont pu me faire comprendre la culture acadienne aussi, c'était super important pour moi pour ensuite avoir d'autres opportunités après, trouver d'autres emplois, me former à d'autres choses. J'étais directement connectée à la communauté acadienne et francophone et j'y suis restée. Puis j'ai toujours travaillé en français, toujours travaillé avec des organismes francophones et acadiens. Donc je pense que c'est vraiment cette première opportunité qui m'a ouvert plein d'autres portes après. Ce que je trouve ça important, surtout dernièrement, conserver notre langue, la francophonie est de plus en plus important au fur et à mesure des années, surtout l'Acadie. Donc, je suis sûre que ça t'a ouvert plusieurs portes d'opportunités. Par rapport au CAFI, qu'en pensez-vous de l'implication du CAFI face à votre intégration au Canada? Moi, le CAFI, c'est ça. C'était le premier organisme qu'on m'avait dit « faut que tu ailles au CAFI si tu veux rencontrer des gens, faire des activités ». Donc, j'allais, il y avait à l'époque la ligue sportive tous les lundis soirs. Puis, vu que j'avais pas de voiture, ça c'est un gros défi aussi, le transport, j'en parlerai après, mais ils t'organisaient le transport, t'allais faire du sport avec d'autres gens. Et ça a été... C'est bête, mais ça a occupé mon premier hiver, là, d'aller faire du sport et de voir d'autres gens. Puis on rigolait. J'avais vraiment du mal à me faire des amis au début. J'avais beaucoup de connaissances, parce qu'on te présente plein de monde, tout le monde est sympa, mais j'avais un gros manque de lien social profond. J'avais besoin de ça. J'étais quelqu'un de réservé aussi, là. Puis ça, le CAFI, ça m'a aidé à prendre le temps, à avoir d'autres gens. Non, le CAFI, c'était clairement une aide énorme la première année. Puis quand je suis restée après, je sais que j'ai fait d'autres projets plus artistiques, culturels avec eux. Et ça a toujours été... moi, je trouve que c'était un soutien très fort. Donc, ouais. Puis vous, Déo, de votre côté, quand le CAFI a été fondé, avez-vous déjà eu un petit peu de partenariat avec eux? Avez-vous déjà collaboré un petit peu? Oh, absolument. Quand ça a été fondé... tous les francophones sur place, les immigrants, on était impliqués et on a continué à participer à certains événements, certaines activités, les assemblées générales, ainsi de suite. Vraiment, à ce moment-là, nous étions reçus, accueillis par l'autre organisme, Magma, et c'était une famille anglophone qui habitait Riverview qui m'ont reçu et c'était superbe. La communication était impossible. Ils étaient unilingues anglais et nous, unilingues français. Mais c'est cela qui a approfondi nos relations parce qu'on parvenait à se comprendre. Wow. Oui, et nous avions presque le même âge. Nous tous nés dans les années 50, monsieur, madame, mon épouse et moi. Et nos enfants, eux, en avaient 2, mais ils avaient... des enfants qui avaient leur âge parmi les miens. Et non, la connexion était extraordinaire. À notre époque, c'était quand même un défi. Vous êtes francophone. Au cours de l'orientation, on nous a parlé du Nouveau-Brunswick qui était à moitié francophone. Nous, on ne voyait pas les proportions là. Vous arrivez, ce n'est que l'anglais. Même les francophones, non. Ils sont anglicisés. Ceux qui vous parlent en français, vous n'y comprenez rien. Il y a un jeune homme qui disait, on m'a dit qu'il est français, il disait, mon char n'a pas starté. Le char, pour moi, ce sont ces engins blindés qui sont en train de bombarder en Ukraine, là, c'est ça le char. Et puis on me dit qu'il parle en français. C'était pas facile. Oui, c'est une grande adaptation aussi, je trouve, par rapport au chiac, qui est pas une langue qui est très, très, très parlée ici. Personnellement, en tant qu'Acadienne, c'est une langue qu'on se communique tout le temps dedans. Puis juste personnellement, j'ai été à Montréal en fin de semaine et je parlais chiac et on pensait que j'étais anglophone. Donc, ça juste prouve aussi que, oui, c'est important de trouver une base pour communiquer. Ouais, puis... Donc, on se retrouvait carrément dans une communauté exclusivement anglophone. C'est l'impression que nous avions au début. Donc, plus envers ton travail, Monsieur Déo, oui. Je sais que vous avez déjà mentionné que vous étiez l'ancien directeur de la Maison Nazareth auparavant. Pour combien d'années encore? Pour 14 années. En tant que directeur, quel était votre rôle chez la Maison Nazareth? En réalité, quand on dit directeur, on entend un chef d'orchestre, un coordonnateur.
Mais pour moi, c'était particulier. Quand j'ai été embauché à la Maison Nazareth, en 2004, on m'a dit clairement, la Maison Nazareth ferme le 30 juin 2006. C'était pour des raisons de finances. Il n'y avait pas d'argent. Ce qui fait que, vraiment, il n'y avait pas suffisamment de personnel. Donc moi, en tant que directeur, je me retrouvais à la cuisine, je me retrouvais sur le camion, aller déménager des gens, ramasser des meubles. Je me trouvais sur la vanne, aller chercher de la nourriture pour les clients Maison Nazareth. Donc, à cette époque, c'est vraiment pas comme directeur, comme on l'entendrait, manager, CEO. Non. J'étais impliqué. C'est cela qui s'est passé au départ, oui. Puis la mission de la Maison Nazareth, juste pour expliquer à nos amis du CAFI, qu'est-ce qu'était la Maison Nazareth? En fait, la Maison Nazareth est un refuge pour sans-abri. Les itinérants, ils n'ont pas où dormir, ils n'ont pas où manger, ils n'ont pas d'habits, tout ça. Donc, au départ, quand j'ai été embauché, c'était plutôt cela. Recueillir les sans-abri, un oreiller, une cuillère, un bol de soupe. Mais ça a évolué. Avec l'impulsion au niveau fédéral, les refuges devaient être un lieu de réintégration de l'itinérant dans la communauté. Ce qui fait qu'au fur et à mesure, en plus de la cuillère ou du cuilleret, en plus du drap, de lit, de l'essuie-main, de plus en plus, on est devenu plutôt un centre d'orientation. Je ne sais pas si ça fait 4 ans que j'ai quitté, si ça continue comme ça, mais on accueille l'itinérant, on sait qu'il a un certain nombre de défis, on communique, et cette personne, on doit, avec elle, voir comment on peut la réintégrer dans la communauté. C'était ça la tâche principale. Donc, je suis sûre qu'avec un travail de telle sorte, vous avez eu quand même assez d'accomplissements et de beaux souvenirs de cet emploi. Pourriez-vous parler de vos accomplissements en tant qu'ancien directeur? Vraiment, il faut placer l'homme, l'itinérant au centre de... C'est cela qu'a été l'évolution de la Maison Nazareth. Placer l'itinérant au centre de toute la pensée, de toute l'action. Et malheureusement, les défis comme la maladie mentale, les dépendances, vous avez un sentiment d'impuissance. C'est très fort, je ne sais pas si vous pouvez vous l'imaginer, mais tout de même, comme accomplissement, à travers cet homme, cette dame, ce jeune que vous encadrez, c'est extraordinaire. Une fois, un ancien client vient me voir au refuge. « Est-ce que tu me connais ?» Je dis, je dois être franc. Je ne me rappelle plus. Il dit, en telle année, je suis arrivé ici, vous m'avez aidé à me remettre sur les pieds. Je suis venu vous inviter à mon mariage. Vous ne pouvez pas imaginer le sentiment que vous ressentez quand vous vous retrouvez devant une telle réalisation. Je suis sûre qu'avec un emploi de telle sorte, vous avez quand même assez de défis que vous faisiez face envers essayer d'aider ces gens-là. Pouvez-vous me parler un petit peu des défis que vous faisiez face à par rapport à quand vous travaillez et lorsque vous intégrez des itinérants en communauté? La maladie mentale, comme je le disais, les dépendances. Et quand vous aidez ces personnes, c'est le sentiment que vous êtes c'est comme un sevrage. Mais qu'est-ce qui arrive après l'accompagnement? C'est le plus grand défi dans ce domaine. Les rechutes. C'est ça le plus grand défi. C'est, je pense, l'itinérance. Il ne faut pas la nourrir. Il faut l'extraire. Et cela à travers l'accompagnement. Après toutes ces actions que nous menons, la désintoxication, c'est très bon. Mais quand il n'y a pas de suivi, il y a rechute. Vraiment, l'itinérance comme telle, j'ai eu l'impression avec les 14 années que ce n'est pas un problème de lieu, un endroit où dormir, un endroit où manger. C'est un problème de lien, le lien social.
la plupart de ces des personnes qui sont dans l'itinérance, les liens sociaux ont été coupés. Les ponts se sont écroulés. Ils ont des membres de famille ici. Ils peuvent aller dormir ou loger chez des membres de famille, mais c'est ce lien qui a été rompu. Donc, c'est ça. Merci d'avoir parlé de votre expérience avec la Maison Nazareth. Votre travail a été incroyable. Puis, je suis sûre qu'en tant que communauté, vous avez vraiment fait votre place pour aider. Par rapport à Pauline maintenant, vous avez mentionné plus tôt que vous êtes arrivée au Canada depuis combien d'années? Ça va faire 10 ans à la fin du mois, là. Puis, pensez-vous que votre vie aujourd'hui est différente que lorsque vous avez arrivé et comment? Moi, comme je disais, je suis arrivée à 24 ans. C'est ça, 24 ans. Et là, j'ai 34 ans. Donc, il y a aussi, en plus de mettre... peut-être d'avoir changé, d'évoluer comme n'importe quel jeune adulte ferait n'importe où. Moi, ça s'est fait dans un pays qui n'était pas le mien. Donc, je pense que ça a juste accéléré plein de choses que j'aurais peut-être mis des années à comprendre en restant chez moi, en restant là où j'ai grandi. Donc, c'était aussi pour ça que je voyageais pendant mes études, c'est que j'avais besoin d'aller voir ailleurs qui j'étais. Donc, ça c'est sûr qu'en 10 ans, j'ai évolué personnellement, professionnellement. Finalement, ça te confronte à toi-même quand tu es la solitude. Au début, je me sentais vraiment seule. J'avais des amis, mais qui étaient aussi des Françaises qui étaient dans le même cas que moi. Du coup, on s'entraidait, mais j'arrivais pas vraiment à créer de lien avec des Canadiens ou d'autres personnes que des immigrants. Puis ça, c'était dur, mais c'est parce que je vivais aussi le choc culturel. Une fois que tu arrives, les premiers mois, c'est tout beau, c'est tout... tu découvres le pays, puis évidemment, t'es impressionné. Donc, mais une fois que ça tombe, ça, quand tu es dans le quotidien, là, j'ai eu un moment vraiment d'énervement même. Heureusement, j'ai patienté, je pense. Ça, c'était vraiment la première année surtout. J'ai dit, OK, je vais faire mon truc. Je vais faire ma vie, puis j'arrête de faire des efforts. Je vais juste voir comment ça se passe. Puis c'est comme ça que j'ai compris des choses. Mais en fait, ça prend beaucoup de temps. Et donc là, au bout de 10 ans, oui, quand je revois les débuts, je me dis, fallait que j'étais peut-être un peu trop pressée. Mais c'est un conseil que je donnerais peut-être à n'importe quel nouveau arrivant ou Canadien aussi, d'avoir de la patience. Vraiment attends, là, si t'es énervé ou si tu trouves qu'il y a un truc scandaleux de la part du Canadien ou du nouvel arrivant, juste pose les questions. Il y a autre chose que tu comprends pas, là. Il y a des choses qui sont bien plus simples que ce qu'on croit, en fait. Si j'étais pas restée en contact avec ces personnes acadiennes, j'aurais peut-être moins compris. C'est vraiment se mélanger et prendre du temps. Ouais, je suis sûre. Donc, merci pour parler de ton adaptation et ton parcours ici au Canada et au Sud-Est. C'est incroyable à voir comment qu'il y a des gens qui puissent s'adapter comme tu t'es adapté, puis quand même, malgré les défis qu'il peut avoir, surmonter ça et vraiment faire une belle vie pour toi et une belle carrière. Parce que je suis sûre aussi avec la position que tu as aujourd'hui avec Radio-Canada, c'est incroyable. Oui, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu penser d'être journaliste en France. Qu'on est pas mal élitiste là-dessus. Même si j'étais une bonne élève à l'école, jamais je m'étais dit que je pourrais être journaliste parce que pour moi, c'était les gens super intelligents ou qui allaient faire des grandes écoles, qui allaient être journalistes. Et puis en fait, ici, tu peux te former. Enfin, oui, tu peux. Donc ça m'a donné aussi confiance en moi. Puis oui, c'est une opportunité que j'aurais peut-être jamais postulé en France pour ça, alors qu'ici, j'ai postulé, puis ça a fonctionné. Puis Donc oui, ça aussi, c'est une opportunité incroyable. Pour vous deux, Déo et Pauline, en tant que nouvel arrivant dans le passé, donc ça fait quand même assez longtemps que vous êtes ici, mais vraiment dans le passé, s'adapter à la culture, comme qu'on vient de parler, moi et Pauline, peut être quand même assez un choc. Mais s'intégrer est pas facile aussi. Donc, personnellement, pour vous, avez-vous déjà vécu certaines situations dont vous avez fait face à la discrimination négative? Oui. J'ai vécu des cas d'agression raciale, peut-être 1 ou 2 fois que j'ai vécu cela. Mais ce qui
J'espère que je ne choque personne. Si je me suis retrouvé réfugié, c'est à cause de ces guerres inutiles en Afrique. En Afrique, il y a pire que ça, entre les tribus. Vous êtes de telles tribus, vous êtes de telles régions. Les gens s'entretuent. S'entretuer, c'est-à-dire se couper la tête à cause de cette histoire de différence de tribus ou d'ethnie. Ici, ce n'est pas ce niveau. Donc, quand cela m'arrive ici, c'est rien. Ça ne m'affecte pas du tout. Oui, parce que je sais qu'ailleurs, c'est plus grave. Vous savez, cette histoire de discrimination, de racisme, tellement que ce n'est pas accepté dans la société canadienne, ce n'est pas du tout accepté. Donc, il est rare de remarquer que quelqu'un te stigmatise. C'est rare de le remarquer parce que la société canadienne, de manière systématique, n'accepte pas la discrimination, n'accepte pas le racisme. Ce n'est pas du tout acceptable, mais le discours officiel, le discours culturel, c'est que ce n'est pas acceptable. Je suis contente que j'ai pu écouter vos histoires puis que vous avez pu vraiment me parler de tout ça. C'est incroyable puis vraiment, vraiment touchant. En vue de cette fin d'épisode, j'ai une dernière question à vous poser. Et la voici. Quel est quelque chose que vous souhaitez que nos amis du CAFI retiennent de cette conversation? Quand on est une organisation qui accueille, la chose la plus importante, et en rapport avec mon travail de la Maison Nazareth, c'est la manière dont vous accueillez la personne. Ce ne sont pas les services, donc arriver, me balancer un verre d'eau, c'est important, c'est important. C'est important, mais parler à la personne comme ton miroir à toi, avec sincérité. C'est très important. C'est difficile à quantifier. Mais c'est là l'essentiel. C'est vrai, c'est très beau puis très vrai. Et de votre côté, Pauline, quelque chose que tu aimerais que nos amis du CAFI retiennent de cette belle capsule? Je vais faire du pouce sur Déo, c'est sûr. Et puis, comme il disait, c'est pas quantifiable, le lien social. C'est peut-être pour ça qu'on l'encourage moins, que c'est moins... Mais continuer finalement à faire des rencontres, faire rencontrer les gens. Ce podcast aussi, c'est un exemple de rencontres avec d'autres gens, entre Canadiens d'origine ou de génération et de nouveaux arrivants ou d'immigrants. C'est ça, discuter, échanger, poser des questions, prendre le temps, c'est tellement important. C'est comme ça qu'on désamorce énormément de problèmes sociaux. Je pense qu'on l'a vu avec la pandémie, où on était tous derrière nos ordis, on n'a pas pu se parler en vrai beaucoup, et je trouve que ça n'a pas aidé du tout, et que ça a fait encore plus de tensions sociales. Donc, ouais, de continuer, c'est ça, de continuer à créer des espaces d'échange, d'entraide. Et ouais, c'est ça qui est important pour faire une société meilleure. Oui, ça a l'air quétaine, mais c'est ça. Oui, non, t'as raison, c'est absolument vrai. Puis cet épisode était vraiment incroyable. Un gros merci, Pauline et Déo, pour cette discussion très émouvante, comme que je viens de dire. Votre participation à cette capsule est une étape plus proche d'une meilleure société inclusive à la diversité. Et c'est grâce à vous qu'on peut parler de ces sujets ici et vraiment de sensibiliser les gens et vraiment d'en discuter pour avoir un futur meilleur. Merci Maude et enchantée Déo. Merci beaucoup. Et pour vous, chers amis du CAFI, merci pour votre écoute et votre engagement dans ce nouveau réseau de communication du CAFI. Restez aux aguets pour notre deuxième capsule qui sera diffusée prochainement. Ce projet est financé par le gouvernement du Canada. Diversité.
Partage ta passion pour la francophonie culturelle ici, chez CAFI.